Merci d'être là. Géraldine Flieger, vous êtes directrice de l'Institut des sciences de l'environnement et co-directrice de la chaire UNESCO Hydropolitique pour l'Université de Genève. Nicole Gallina, vous êtes secrétaire générale de la Commission internationale de la protection des eaux du Léman, la CIPEL. Jessica Bergstein-Collet, vous êtes chef de projet à l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Guy Fradin, vous êtes conseiller spécial du président Loïc Fauchon au World Water Council. Et Christian, alors je suis désolé, ton nom, c'est Schwörer. Bien. Président ou directeur, je ne sais plus, directeur des espaces naturels de Savoie, enfin on dit Aster avec un S, c'est ça. Espace et gouvernance de l'eau, gouvernance pour ne pas dire administration, quelle bonne administration de l'eau et en quoi l'espace peut-elle l'améliorer à l'heure où, on l'a dit tout à l'heure, l'eau semble sortir de son lit, se rappeler à notre bon souvenir. Alors moi j'ai une tarte à la crème à chaque fois que je vais en plateau. Je rappelle, j'ai travaillé un peu avec Emmanuel Leroy-Ladurie, historien et fondateur de l'Historien du climat, qui me disait toujours: l'eau est le premier tueur en série de l'histoire, qu'elle manque ou qu'elle déborde, on ne peut rien faire face à elle. Et on avait cru se garantir de ses humeurs par du génie civil. Et là ça nous revient en pleine tronche avec Valence notamment, et puis dans un autre sens avec la sécheresse de 2022, et on est confronté à la trouille atavique que l'humanité a connue pendant des millénaires, l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait alors qu'elle est de plus en plus manifestement imprévisible, de moins en moins modélisable? Et est-ce que nos structures administratives, tant vantées en France depuis 1964, les agences de l'eau, c'est un des rares trucs qu'on exporte en France avec les rafales, les sacs à main et le cognac, hein, les agences de l'eau, enfin, voilà, il faut quand même les soutenir et les dire. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, les agences de l'eau ont toujours un déficit de communication, mes confrères ne les connaissent toujours pas. Et deuxième parenthèse déontologique, je travaille avec les agences de l'eau pour un programme court diffusé sur France Télé qui s'appelle « À la source ». Voilà, comme ça vous saurez qui parle devant vous. La gouvernance de l'eau, enfin, je ne sais pas, qui va pouvoir qui a envie de prendre la parole, vous me regardez, allez hop, c'est pour vous. Nicole Gallina, la gouvernance de l'eau, vous la jugez comment aujourd'hui ? Je prends le micro, je pense, non ? C'est ça. Il ne fallait pas me regarder, en fait. Alors, pour faire un peu... la CIPEL, je dirais que c'est vraiment un outil transfrontalier pionnier. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc la Commission internationale de la protection des eaux du Léman qui a été créée. Et puis, je dirais pionnier parce qu'elle a pris vraiment en compte tout le bassin versant. Donc, toutes les questionnements qu'on a entendus avant, c'était, voilà, l'eau, il faut vraiment repenser la gestion. La CIPEL l'a fait, elle a, depuis 60 ans, elle prend donc tout son bassin versant en compte. 10 000 km², hein, c'est ça ? C'est 10 000 m², c'est 5 km². Ouais, km². 10 000, c'est 5 territoires, donc 3 transfrontaliers. Suisses, 2 Français. Et 2 départements de Savoie. 3 départements de Savoie. On le voit là maintenant. Donc, c'est un énorme territoire de jeu. C'est un territoire qui a donc, vu qu'il est transfrontalier, donc les différents gouvernements ont donc dû faire face à des frontières politiques, se mettre autour d'une table et de gérer cette eau qu'aujourd'hui, je trouve que c'était un succès parce qu'il y a 60 ans, on ne pourrait pas encore se baigner dans le Léman. Et puis évidemment, maintenant, la gestion de l'eau, c'est de plus en plus important. C'est devenu le joyeux, le plus grand lac d'Europe. C'est devenu une ressource inestimable. Si on pense justement dans le contexte de changement climatique, c'est une ressource qu'il faut préserver, donc dans la quantité, mais aussi la qualité. Son qualité, on peut avoir toute la quantité qu'on veut. Donc la qualité d'eau n'est pas assurée, on n'ira pas loin. Mais la CIPEL a, comment dirais-je, un rôle de décision ou c'est juste un rôle de coordination par rapport à l'agence de l'eau ici en France, par exemple ? La CIPEL, c'est un rôle de coordination entre les différents territoires, mais elle a aussi l'habilité de faire des recommandations. Et des recommandations ont amené justement à la dysphosphatation des stations d'épuration, à améliorer donc, le rendement. Et puis là, on va faire donc, cette année aussi, à la fin d'année, une concernant la moule Gouaga, qui est aussi un défi énorme. Tout le monde ici connaît la moule Gouaga. Ouais. Les jeunes, enfin les un peu plus jeunes là, vous connaissez tous la moule Gouaga. Oui.
Il faut peut-être expliquer ce qu'est cette moule qui nous vient du lac de Constance, je crois. Non, pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. Bon, c'est une moule qui vient de la mer Noire, je dirais. Et puis, elle a donc voyagé grâce à l'homme. Donc aujourd'hui, tout est interconnecté. Via des bateaux, elle est arrivée à Constance également. Aujourd'hui aussi dans le Léman. Et c'est une moule extrêmement dévastatrice, extrêmement invasive. Aujourd'hui, elle coûte plusieurs centaines de millions de francs aux gestionnaires d'eau potable, des gestionnaires qui sont aussi là pour des usines hydrothermiques. Donc elle peut vraiment s'infiltrer dans tous les tuyaux, ça c'est économique. Et puis écologiquement, donc aujourd'hui, elle peut, dans la capacité de filtre 2 litres d'eau par jour, elle peut donc enlever tous les nutriments qui sont présents dans l'écosystème et amener à ce que la chaîne alimentaire ne fonctionne pas. Donc le fonctionnement de l'écosystème aujourd'hui, il est donc mis sous défi à cause de cette moule Guaga. Et puis on a aussi vu qu'un stock de poissons également dans le Léman, il est en train de s'effondrer. J'allais vous dire, en bon nordiste, mangez-la, la moule, et le problème sera réglé. Oui. Mais non. Non, pas du tout. Non. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment d'énormes pressions. La qualité de l'eau va plutôt bien, mais on a vraiment d'énormément de pressions qui sont liées au changement climatique. Parce que, vous voyez, ces invasions des espèces invasives, ils trouvent une nouvelle niche. Puis personne n'aurait cru qu'une moule Guaga pourrait carrément effondrer tout l'écosystème. Alors, quelle est la gouvernance de cette moule? Est-ce que la CIPEL permet d'accélérer les choses par la coordination entre les organismes divers? Oui, tout à fait. Donc, concrètement, vous faites quoi? Alors nous, typiquement nous, on a des réunions où on voit tous les gouvernements autour de table 5 fois par année. Ce qu'on a fait, c'est donc déjà informer, sensibiliser des propriétaires de bateaux, de laver tous les bateaux avant qu'ils changent donc, les plans d'eau. Donc c'est dans tout le pourtour du Léman, dans les ports du Léman. Après, on a une très grande responsabilité justement par rapport aux autres lacs qui ne sont pas encore infestés de la moule Guaga. Et puis là, on va voir si on ne peut pas faire une résolution interne où on demande aux différents territoires de la CIPEL, donc qui sont liés avec le Léman, de regarder pour une obligation de lavage de bateaux en 2025. C'est pas un peu perdu d'avance? Ça me rappelle la crépidule en Manche, ça me rappelle l'algue tueuse, là, la Colerpa taxifolia en Méditerranée. Et malgré la coordination, personne n'a pu rien faire. L'administration arrive toujours trop tard. Oui. Bon, après, la moule Guaga, il faut savoir, une fois elle est installée, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, on a donc vraiment on doit vraiment regarder pour qu'il n'y ait plus de dispersion. Donc, c'est vraiment une responsabilité énorme qu'on a, la CIPEL aujourd'hui, pour que les autres lacs ne soient pas touchés par cette moule-là. Pouvez-vous nous commenter la figure, là, en bas, au milieu? La température de surface moyenne augmente. Oui, alors l'augmentation de la température de surface, c'est ça. Je vais mettre les lunettes. Non, c'est ça. Alors voilà, ça démontre, on est en plein changement climatique, c'est inévitable. Les eaux du Léman se réchauffent, mais ce que je voulais dire avec cette figure, c'était plutôt de dire, voilà, la température, c'est la variable qui gouverne tout un écosystème. C'est comme avec un être humain. Dès qu'on a une température beaucoup plus haute, on a la fièvre. Pour un écosystème lacustre, c'est exactement la même chose. Donc, la température de l'air impacte la température de l'eau. Une eau plus chaude impacte donc l'hydrodynamique de l'eau. L'hydrodynamique du Léman impacte donc la biologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stratification de l'eau, des couches d'eau de température différentes pour qu'elle se mélange à un moment ou à un autre. Exactement. Donc aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on n'a plus eu ce brassage des eaux. Donc le brassage des eaux, c'est un mélange des différentes couches d'eau. Et ce mélange est essentiel pour maintenir l'écosystème, la fonctionnalité du Léman. Ça veut dire, avec ce mélange, on amène de l'eau riche en oxygène en profondeur. Et puis on fait aussi une homogénéisation des nutriments.
Et puis avec ce changement climatique, donc des brassages d'eau sont de moins en moins probables parce que ces brassages d'eau, pour qu'ils aient lieu, il faut donc des températures hivernales extrêmement froides, en parallèle avec des épisodes venteux, mais dans un contexte de changement climatique, des hivers deviennent de plus en plus doux, donc on n'aura plus des hivers froids pour permettre ce brassage. Ça a donc un impact sur tout l'écosystème, les maniques, la biologie, les poissons, je pense aussi le stock de poissons et puis la disponibilité des nutriments. Aujourd'hui, le fond du Léman sont asphyxiés, donc on n'a plus d'oxygène dans le fond du Léman. Normalement, la limite légale, c'est de 4 mg par litre, donc elle n'est plus atteinte, donc voilà. Plutôt catastrophique, mais... Géraldine Flieger, faites-nous rêver quand même, malgré tout. Par rapport à ce constat, la moule, le changement de température, le problème de comment dirais-je, l'altération du mélange des couches d'eau, qui ne sont peut-être même plus là à cause de l'augmentation de la température, voilà, demande une gouvernance, une gestion plus efficace, plus efficiente qu'avant. Quel regard vous portez-vous sur l'état du Léman et ensuite sur sa gouvernance et à une échelle plus large ensuite? Oui. Vous avez pris des notes, hein, j'ai vu. J'ai pris des notes, effectivement. Faites-nous rêver. Bon, c'est vrai que c'est... je veux ni être... Les choses sont quand même améliorées. Je me souviens, quand j'étais en fac, il y a 30 ans, le Léman n'avait pas une bonne image. Manifestement, les choses se sont améliorées. Et je pense qu'on a à apprendre de cette belle histoire qui est celle de la Cipelle, mais aussi à le faire avec une certaine forme de volontarisme au regard des défis auxquels le lac est actuellement confronté. Mais effectivement, déjà, la Cipelle, c'est une très belle histoire à différents titres. C'est à la fois une histoire de coopération internationale entre deux États et leurs autorités respectives qui se sont penchés sur la santé du lac. C'est aussi une histoire, on qualifierait aujourd'hui de science participative, parce que au départ, aux prémices même de toute cette action, il y a une coopération forte entre des acteurs qui étaient à la frontière entre la science et l'action, comme l'association de sauvegarde du Léman, par exemple, qui a fait un travail extraordinaire dès le début, à l'époque où les outils qu'on a actuellement de sciences participatives n'existaient pas, mais des jeunes comme vous allaient prendre leurs petites éprouvettes et analyser l'entier de la qualité de l'eau sur les affluents du Léman, à 15-16 ans, par exemple, et collecter tout cela pour dresser les premières cartes de pollution et de mise en évidence de la gravité des pollutions sur les affluents du Léman. Et ça a été un véritable déclencheur de l'action, parce que ça a permis d'engager tout un programme à l'échelle de ce très vaste bassin, de cette mer intérieure, de reprise complète de la qualité de l'eau de surface sur l'ensemble du bassin lémanique. Et les résultats sont là, puisque les taux de phosphore ont baissé et on a une eau qui est de qualité, qui est baignable, etc. Et je dois dire que ça ne doit absolument pas, cette belle histoire, cacher les défis auxquels est actuellement confronté le Léman. Nicole Galina a cité les principaux. Il y a évidemment les effets dévastateurs de la moule quagga à Saint-Gingolph, comme ailleurs, on est aussi concerné puisque ça colmate notre prise d'eau pour le réseau de chaleur écologique. Alors, on fait un nettoyage mécanique, ça coûte un peu d'argent, c'est pas très grave, mais pour l'instant, c'est vraiment dramatique qu'elle n'ait pas de prédateurs. Mais pardonnez-moi, ces défis remettent en cause la gouvernance de l'eau, employons ce terme, non, telle qu'elle est aujourd'hui. Non, je pense que ça appelle à l'amplifier encore plus. À l'améliorer. Vous avez une carte dont on n'a pas parlé ici, une image. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le lac, je vais la décrire. On dira, c'est une jolie image du lac, un peu bleu turquoise en haut à gauche. En fait, c'est plein de plancton. Et en fait, ce que l'on voit là, c'est une observation satellitaire d'une pollution aux cyanobactéries qui, heureusement, n'était pas toxique, sauf erreur. C'est le fameux épisode de septembre 2022. Nicole vous corrige, Nicole Galina, pardon. Oui, excusez-moi, c'était pas des cyanos, c'était l'euroglénat. L'euroglénat. Ouais. C'est peut-être pas forcément mieux. Non, alors les cyanos sont toxiques, l'euroglénat ne l'était pas, bien heureusement. Mais c'est vrai que y a, Madame le maire d'Évian est là, il y a le maire de Lugrin, on était toute une série de maires de communes riveraines
à se retrouver avec cette émergence-là d'efflorescence sans savoir exactement le degré de toxicité. On a dû tous se téléphoner. À l'époque, même l'agence régionale de santé côté France, au départ, ne savait pas exactement ce que c'était. Et heureusement qu'on avait à la fois la CIPEL comme coordinatrice, mais aussi les milieux scientifiques de l'Université de Genève, mais aussi de l'INRAE côté France, pour faire en 4e vitesse les analyses qui montrent qu'on pouvait continuer à... Mais pardonnez-moi, comment on a pu être surpris? Comment vous avez pu être surpris? Il y a le satellite, il y a les analyses, il y a la CIPEL, il y a une gouvernance, tout le monde est sur l'aimant. Même ça, Nicole? Alors peut-être j'ose sur Aldine. Alors cette algue, donc, elle a donc commencé à proliférer. Et c'était longuement, on ne savait pas pourquoi. Mais là, on va très bien voir l'apanage le delta de la Drance. Et on a vu que c'était dû à un glissement de terrain suite à des intempéries. Et ça, c'était donc... Mais ça, on l'a vu a posteriori. A posteriori, on a compris. Et personne ne s'est dit glissement de terrain égale alluvion égale nutriments. Non, puis il faut savoir, c'est donc ces amas d'algues, c'est donc l'eau potable, des services écosystémiques qui peuvent plus être fournis, c'est la baignade, l'eau potable. On était en période de baignade. Voilà. Et puis, donc c'était dû à une intempérie. Donc ça, c'est des événements qu'on va avoir dans le futur. Mais après, pour comment on gère ça? Parce que à l'époque, on n'avait pas encore des images satellitaires qui étaient performantes. Là, vous avez une très belle image. Et puis, c'était grâce à cet événement-là et puis à cette gestion qu'on a vu qu'il fallait améliorer la communication entre les différents territoires en ce qui concerne donc ces Bloom Algo. Et c'est grâce à ça aussi que la CIPEL après a lancé donc une étude où on a maintenant aujourd'hui un modèle où on peut tous les matins regarder quel est l'état de la qualité de l'eau en termes de chlorophylle sur le Léman. Et ça, c'était aussi très, 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 très bien parce que vous avez parlé des intempéries, mais il y avait aussi en Valais cette grande inondation cet été qui était dévastatrice. Et suite à cela aussi, on a pu donc regarder est-ce qu'il y a de nouveau est-ce qu'il y a un épisode de prolifération en algues suite à cette inondation. Ce qui veut dire qu'il faut des événements marquants comme ça pour obliger les structures de gouvernance à mieux agir, à mieux travailler? Oui, c'est un vrai facteur d'accélération. Sur la base de cet événement, eh bien, comme l'a très bien dit Nicole, la CIPEL a mis en place des processus de l'observation. Et puis, on a aussi l'Université de Genève avec l'INRAE, avec le soutien d'ailleurs aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des cantons riverains, canton de Genève, canton de Vaud, un projet Interreg France-Suisse qui s'appelle le projet ALGA et qui est là, cette fois, pour prendre en considération l'ensemble de ces nouveaux risques, que ce soit des risques de déflorescence non toxiques de ce type ou aussi de cyanobactéries, et surtout de voir à l'aval, c'est un projet interdisciplinaire, comment ensuite on met en place des processus de suivi et de gestion de ces risques et de gouvernance. Donc on voit bien là qu'on essaye de tenir l'ensemble de la chaîne, de l'observation, de la modélisation jusqu'à la gouvernance des risques à l'aval, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour encore améliorer les choses? Il faut modifier la CIPEL, il faut un autre organisme, il faut changer le mode de fonctionnement des organismes existants. Vous avez plein d'idées, je suis sûr. Oui, j'en ai plein. Moi, je suis une grande fan de la CIPEL, mais ce que je dis souvent, c'est que, et ce message commence à se diffuser, à percoler, c'est que la CIPEL, elle a été créée à un moment donné, et c'est très bien ainsi par les deux États. C'est une instance qui a une assise diplomatique ainsi, et la Confédération suisse, l'État est partenaire, l'Agence de l'eau. Mais paradoxalement, sur la rive française, les collectivités locales, à leurs différents titres et dans leurs différentes compétences, ne sont pas directement associées au suivi. Il y a un très bon dialogue avec la CIPEL, mais dans le pilotage, on va dire la gouvernance de la CIPEL en tant que telle, on ne le suit pas, ou dans les travaux du comité scientifique. Là, je prends vraiment ma casquette d'élu local, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on est les maires, là pour le coup, les élus locaux, en premier au front, à la fois pour accompagner le plan d'action de la CIPEL sur les eaux usées, pour continuer à travailler sur la pollution plastique, par exemple, qui est un autre enjeu dont on ne parle pas, mais qui pèse lourd sur le Léman, mais aussi quand il y a des risques, pour être aux côtés des habitants et répondre à cela en
quelque part en deçà, en complémentarité de l'agence de l'eau. Et donc c'est un peu cette dimension multiscalaire, cette façon d'associer les acteurs du territoire sur la rive sud. C'est très bien fait sur la rive nord lémanique parce que les cantons sont des entités un peu plus proches en fait de la réalité du terrain. Mais voilà, on ne cesse de plaider pour cette forme d'association, à la fois des communautés de communes, Thonon Agglomération, communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, le syndicat d'aménagement du Chablais pour ce qui le concerne. Ça serait vraiment un point important. Et l'autre point important, c'est, je pense, à terme, il va falloir que la CIPEL aussi puisse s'intéresser plus largement à la question des débits d'eau. Alors là, je jette un énorme pavé dans la mare. La CIPEL ne s'occupe pas de quantité, mais de qualité. Pour l'instant, la CIPEL n'a pas le mandat de le faire. On verra ça après, Nicole. Mais c'est vrai que Nicole l'a quand même dit, on voit que à la fois les phénomènes de crues, d'inondations, de débit qui augmentent en certaines périodes peuvent aussi altérer la qualité. Ça nécessite une gestion de bassin vraiment majeure. Et là, Bruno Forel est avec nous. Le Léman est une chance extraordinaire pour le bassin Rhône-Méditerranée. Il faut savoir que l'eau du Léman, elle soutient le débit d'étiage à Arles au mois de juillet. À 50%. À 50%, ça c'est un chiffre que je n'arrête pas de marteler, qui montre l'interdépendance forte à l'échelle du bassin et à quel point le Léman est une chance, parce qu'il joue cet effet tampon, mais ça nécessite aussi une très forte coordination sur les débits et les quantités dans un contexte de changement climatique. Qui n'existe toujours pas, il est à mettre en place. Vous répondrez tout à l'heure, je fais circuler la parole. Guy Fradin, à une échelle encore plus large, à l'échelle mondiale, donc vous êtes au Conseil mondial de l'eau. Il n'y a pas vraiment d'organisme qui gère l'eau au sein de l'ONU, par exemple? Question. Au sein de l'ONU, il y a beaucoup d'organismes qui Il n'y en a pas un qui est dévolu à l'eau. Il y en a un qui s'appelle UN Water, ouais, qui est une institution des Nations Unies, qui en principe est chargée effectivement d'assurer certaines... Oui, je dis en principe parce que, comme c'est le cas dans beaucoup de situations nationales ou internationales, chaque institution joue son rôle et comment dire, est soucieuse de son précaré. Donc c'est assez difficile. Bon, bref, c'est pas efficace. Pardon ? Bref, c'est pas efficace, UN Water. Non, je ne veux pas dire ça. Je suis mal placé pour juger l'efficacité. En plus, on est sur leur terre presque. Ils sont installés à Genève. Non, ça a une certaine efficacité, mais comme on le dit depuis ce matin déjà sur ces questions de gouvernance, la cohérence, le partage et le dialogue entre les institutions qui sont toutes chargées à des degrés divers d'une partie de la politique de l'eau ou des politiques qui se croisent avec cette politique de l'eau, c'est évidemment très complexe. Donc, alors, c'est quoi une bonne définition pour vous, la gouvernance? Alors, vous avez été président du comité de bassin de l'agence Seine-Normandie, je crois. Vous étiez ensuite Reimeuse. Alors, j'ai été directeur général de l'agence de l'eau Seine-Normandie jusqu'en 2011. Et ensuite, j'ai présidé le conseil d'administration de l'agence de l'eau Reimeuse. Oui. Et vous travaillez là sur le projet du canal Seine-Nord Europe. Et actuellement, je suis président de l'observatoire environnemental du canal Seine-Nord Europe. Et vous avez commis récemment une tribune que j'ai lue dans Le Monde sur l'arbre en ville. Oui, à l'origine, je suis forestier. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Donc, j'ai commencé ma carrière comme forestier. Et puis, j'ai continué. Bon, ensuite... Tout ça pour dire que vous avez une bonne connaissance du millefeuille administratif. Oui, plutôt. Accessoirement, j'ai été directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, et directeur de cabinet de la ministre Roselyne Bachelot. Donc oui, c'est cette question-là. Roselyne Bachelot, c'était la loi de 2003 qui 2003-2004. La loi finalement est adoptée en fin de décembre 2006. L'ELEMA, la loi sur l'eau. C'est ça, qui a introduit l'idée de confier la prévention des inondations, des infrastructures écologiques. C'est tout à fait exact. Donc, une bonne gouvernance, c'est quoi maintenant? Alors, une bonne gouvernance, juste un mot. C'est un mot. La gouvernance, c'est un mot, je dirais pas valise, mais il est employé de façon peut-être un peu, quelquefois générale, sans qu'on ait une idée définie, une idée précise de ce qu'il y a derrière. Après le forum mondial de l'eau de Daegu en 2015, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a travaillé jusqu'à récemment sur finalement ce que c'était que cette gouvernance et quel type de propositions concrètes on pouvait faire à tous ceux qui sont confrontés finalement à ce défi qui est permanent. Donc, qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Ils ont identifié une douzaine de critères spécifiques pour l'efficacité, l'efficience et la durabilité de cette gouvernance. Bien. Moi, j'en retiens quelques-unes de ma propre expérience, et notamment quand j'étais à l'agence de l'eau Seine-Normandie.
Je pense que la gouvernance suppose d'abord qu'il y ait une vision politique claire, quel que soit le niveau. C'est-à-dire évidemment. stratégique ou simplement tactique? Et dans la politique, il y a effectivement une stratégie pour atteindre les objectifs définis. Donc ça se passe évidemment chez nous, en particulier au niveau de l'État, mais ça se passe évidemment dans toutes les institutions ensuite responsables liées à la déconcentration et à la délocalisation de nos systèmes en France. Donc une vision politique claire. Deuxièmement, elle s'applique à un territoire. On définit, on l'a évoqué, évidemment, ce matin, on parle beaucoup de bassins pour l'eau, très bien, mais il y a les bassins, il y a les sous-bassins, il y a les sous-sous-bassins, évidemment, à chaque niveau territorial. Là, on est sur le lac Léman et son environnement. Donc ça reste le bassin versant, le territoire. Et là, pour l'eau, le bassin versant est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais finalement, comme ça a été souligné par M. Borrell, les agences de bassin aujourd'hui sont quelquefois calées plus largement. Bon, d'où la nécessité de définir des sous-bassins, des comités locaux de l'eau, comités locaux, pardon. Bon, ça, on le fait déjà. Donc, oui, tout à fait. Donc, c'est le territoire qui doit être défini. Sur ce territoire, après, il faut qu'il y ait la définition d'une planification. C'est à ça que servent les institutions qu'on érige pour gérer cette gouvernance. Par exemple, dans les bassins au niveau national, ce sont les comités de bassin et l'agence de l'eau qui vient en appui à ce comité de bassin. Et c'est au sein de cette institution dont on définit clairement les pouvoirs et la hiérarchie des pouvoirs, puisqu'elle est encore une fois reliée forcément à d'autres institutions, reliée à la politique de l'eau ou à d'autres politiques. Et puis, bien entendu, il faut, si c'est possible, un financement. Et de ce point de vue-là, on en a parlé ce matin, mais j'ai beaucoup de choses sur le financement, on pourrait y passer la matinée. Un financement fiable, évidemment, durable. Et c'est quand même le cas en France, malgré les difficultés. C'est encore le cas aujourd'hui en France. Voilà, pour moi, les éléments qui font qu'une bonne gouvernance se met en place. Et derrière, je suis concerné par mon expérience, il y a la question de la cohérence des politiques. La politique de cohérence entre les lois, les réglementations, les administrations concernées. La cohérence entre les politiques d'abord. La politique, l'eau, on pourrait dire, ma priorité, c'est la politique de l'eau. Et donc les politiques qui sont liées, la santé, l'économie, l'environnement, le développement rural, sont comment dirais-je, secondes. Mais un pays peut dire non, pour moi, l'économie, la politique de la santé, c'est prioritaire, la politique du développement rural, c'est prioritaire. Donc il y a quand même cette question de la hiérarchie. Et effectivement, après, ça se traduit dans les lois, dans les règlements, et ça devient de plus en plus complexe. Mais pour moi, cette vision claire, cette vision de cohérence, qui est souvent rappelée, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser au sein d'une bonne gouvernance. Tout le monde est d'accord ou... Oui, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord, ça m'embête en fait. Jessica, vous êtes d'accord? C'est intéressant. Non, oui, mais d'accord ou pas d'accord, il faut le micro en fait, sur le menton. Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste pour... peut-être détailler un tout petit peu plus et implémenter cette bonne gouvernance à tous les échelons et notamment territorial. Il y a juste peut-être quelques petits points d'huilage, si je peux me permettre, sur les dispositifs de coordination et aussi de participation indispensables à tous les échelons des parties prenantes et notamment à l'échelle locale sur le déploiement de dispositifs de démocratie locale, participatif, pour justement permettre à ces politiques de voir le jour et de s'implémenter durablement via une acceptabilité sociale. Voilà. Une acceptabilité sociale. Oui. Parce que tout n'est pas acceptable. Dès lors qu'on parle d'eau, il faut expliquer, réexpliquer, toujours expliquer. Et puis il faut pouvoir mettre aussi les communautés, les citoyens. Tout dépend des contextes, tout dépend du projet aussi. Mais en tout cas, qu'il y ait un dispositif de sensibilisation qui soit mise en œuvre, déjà pour que la vision politique permette d'être instillée. Il faut encore sensibiliser en 2024. Ah oui, malheureusement, il faudra toujours sensibiliser. C'est quand même le niveau zéro, sensibiliser. On touche juste la peau pour voir si ça réagit. Ça ne va pas plus loin que ça, la sensibilisation. Alors zéro, et en même temps, c'est toute une palette en fait à décliner en fonction des publics auxquels on s'adresse. Et des échelons auxquels on s'adresse. Après, voilà, pour finir sur l'acceptabilité sociale, en fonction des politiques à mettre en œuvre et des projets à décliner, ça a fait ses preuves que sans acceptabilité, beaucoup de projets ne voient pas le jour aujourd'hui. Et sur des pays, par exemple, je pense au Bangladesh, où les communautés sur des projets de développement doivent être au cœur, en fait,
d'être actrice des projets d'adaptation. Si elle ne s'approprie pas le projet, il n'y a rien qui peut être fait, en tout cas de façon durable. Voilà. Sur l'eau, sur plein de sujets. Je viens de faire un doc sur les sûr. éoliennes, c'est exactement la même chose. L'initiative pour l'avenir des grands fleuves, dites-nous en 2 mots, donc créée à l'initiative d'Éric Orsena, un jeune qui débute dans le domaine de l'eau. Donc Éric Orsena. Tout le monde connaît, vous les un peu plus jeunes que moi, vous connaissez tous Éric Orsena. Et ben voilà. Super. Bon, très bien. Donc je ne me présente plus. Si, au contraire, en fait, il faut le présenter. D'accord. Alors, Éric Orsena, donc c'est un monsieur qui, depuis toujours, œuvre pour la solidarité, la coopération à travers toute une palette d'activités. Il est écrivain, il a écrit des dizaines, des centaines de livres, d'ouvrages. Académicien français. Il est économiste, c'est un spécialiste des ressources et spécifiquement de la ressource en eau. Il est aussi ambassadeur de l'Institut Pasteur, puisqu'il défend beaucoup la santé, très liée à l'eau. Et il est aujourd'hui donc fondateur et président. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il était déjà occupé pourtant. Qu'est-ce qui lui a pris? Alors il a fait un livre sur. C'est dans les la grands continuité en fait, c'est vraiment dans la cohérence de toutes ces activités. Il y a 20 ans déjà, il alertait sur l'eau, sur l'état du monde. Là, on a fait un nouveau livre avec l'association qui s'appelle La Terre à soif, qui est sorti il y a 3 ans, qui est juste une réactualisation des travaux qui ont été faits il y a une vingtaine d'années. Donc lui, c'est un sujet qu'il défend et qui face au vide, en tout cas, et à l'absence en fait de prise de position au niveau international, il a décidé, avec la Compagnie nationale du monde... L'absence de prise de position de qui? Il comble quel des vide? grandes instances internationales, en tout cas, lors de la COP 21. En amont de la COP 21, le sujet de l'eau était encore assez inexistant dans les grandes négociations. Et donc, c'est à cette occasion, en tout cas, d'un point de vue plutôt pour marquer un petit peu l'événement, que l'association, l'ONG, donc qui est une ONG internationale, a été créée grâce au soutien encore actuel de la Compagnie nationale du Rhône. Voilà. Et donc, le but, concrètement, vous faites quoi? Alors, il y avait cette dimension plaidoyer effectivement international. Après, le constat de base était de constater que les fleuves, autant que l'eau, sont essentiels à la vie. Ils sont aujourd'hui fortement, et ça depuis des décennies déjà, impactés, menacés par le dérèglement climatique, et qu'il y a une véritable urgence à les protéger et à les valoriser comme source de liens, de vie et de levier de développement. C'est pour ça donc que IAGF a été créé, avec la volonté véritablement d'agir pour un avenir durable, donc des fleuves et de leur écosystème. Et pour cela a été fédéré, et c'est quelque chose qu'on continue de tisser à travers le temps, un réseau d'acteurs pluridisciplinaires, et ça c'est vraiment l'ADN de l'association. Puisque pour pouvoir considérer l'eau dans toutes ses dimensions, il est important de pouvoir associer autant des experts en sciences humaines, sociales, que des ingénieurs, des hydrologues, des gestionnaires de ports. Donc on a une trentaine d'experts à travers le monde, donc de l'eau et des fleuves, qui sont tous acteurs dans un domaine relatif à l'eau et qui se réunissent régulièrement pour partager ensemble et à destination de territoires et de problématiques précises des regards, des connaissances, des solutions et proposer des nouvelles trajectoires pour faciliter le dialogue aussi, notamment dans des contextes de gouvernance qui peuvent être un petit peu compliqués entre les différents fleuves du monde entier. Je vais un peu vous taquiner. Tout le monde dit qu'il fait ça. Tout le monde dit faire désiloter, faire du transversal, faire dialoguer les gens ensemble. Tout le monde le dit, il le dit et le redit. Si tout le monde le dit et le redit, c'est qu'on n'est toujours pas là. Si, c'est qu'il faut toujours continuer à le faire et que c'est l'ensemble de ces gouttes d'eau qui formeront, on l'espère, un fleuve et un océan qui sera dépollué. Puisqu'aujourd'hui, c'est beau, hein. Je voulais vous donner quelques chiffres. Ouais. 80%, 8 millions de tonnes sont déversées dans les océans par an. 8 millions de tonnes de quoi? De microplastiques qu'on retrouve donc, dans les océans. Toute cette pollution-là, en fait, arrive de quelque part et la source, en fait, se trouve à terre. Les solutions se trouvent à terre et elles sont charriées aujourd'hui par les fleuves. Donc c'est pour ça que nous aussi, cet engagement
est extrêmement important, parce que souvent on me dit oui mais les fleuves c'est un peu niche. Non, les fleuves sont véritablement les artères de nos territoires, et ce sont par eux que sont charriées voilà, toutes les pollutions, mais que se trouvent aussi les solutions. Et les fleuves sont aujourd'hui, toutes les grandes villes, toutes les grandes civilisations se sont construites autour des fleuves. Et encore aujourd'hui, voilà, ce sont des patrimoines, certes, sont des biens communs, mais des patrimoines mondiaux qu'on se doit tous de préserver ensemble. Et pour cela, il est indispensable de partager effectivement, quelles que soient les échelles, une vision politique. Mais vous la faites où? Enfin, vous la faites, c'est une discussion purement théorique. Vous allez sur le terrain, sur un fleuve, à un endroit. Tout à fait. Nous, on décline 4 axes d'action. Puisque c'est indispensable effectivement d'agir à tous les échelons, que ce soit les échelons internationaux, nationaux et surtout territoriaux. Donc on a un premier axe d'action qui est cette animation de réseau pluridisciplinaire dont je viens de vous parler. On se réunit une fois par an sur la demande d'un territoire, en France, à l'international, qui souhaitent échanger sur une problématique particulière, ou alors nous pour développer un sujet spécifique, pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Borrell. On travaille beaucoup... Forel, excusez-moi. J'ai retenu votre intervention qui était passionnante, merci, sur les sujets d'aménagement, sur les sujets d'ancrage territorial, d'urbanisme, de taxes, enfin, voilà, toutes les questions foncières. On a aussi beaucoup d'architectes dans notre... Voilà, donc voilà, on a pu conseiller il y a quelques années Montréal dans le développement d'un nouveau projet d'aménagement. On a travaillé beaucoup aussi sur la dimension des dispositifs participatifs à mettre en œuvre auprès des populations riveraines, et sur aussi toute la gestion adaptative de l'eau. On a travaillé l'année dernière au Bangladesh sur... voilà, renforcer les capacités des ONG sur le point de vue scientifique et le travail avec les autorités locales et nationales, dans un contexte qui est, comme vous le savez, qui est aujourd'hui dégénéré. Et donc, on promeut aussi voilà, quelques très très beaux exemples de coopération interétatique qui sont je trouve, enfin, on le trouve tous dans l'ONG, et j'espère que vous aussi, des modèles. Notamment donc l'OMVS, qui est l'organisation de mise en valeur. Pardon, je parle trop. Un tout petit peu, mais vas-y, termine. L'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a été créée à l'initiative du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. La Guinée les a rejoints peu après, face à un contexte de sécheresse qui... allait de mal en pis et commençait à créer des conflits d'usage qui étaient prêts à dégénérer. Et ces 3 pays se sont alliés pour créer une plateforme qui est aujourd'hui un organisme de bassin interétatique, avec pour mission de concilier les usages, de partager les connaissances sur 3 principes de base. Donc le fleuve et ses affluents, donc le fleuve Sénégal et ses affluents sont propriété internationale. Leurs ressources sont exploitées de manière partagée et solidaire, et tout ouvrage est une propriété commune. Voilà. Guy Fradin, vous souhaitiez réagir? Oui, mais voilà. Juste réagir sur cette question que vous avez soulevée de la sensibilisation. On est encore là, sensibiliser. Mais ça me donne juste l'occasion aussi de dire quel est le rôle du Conseil mondial de l'eau. C'est un peu comme cette association, finalement. Ça ressemble. Sauf que se sont focalisés sur les grands fleuves. Le Conseil mondial de l'eau a un plaidoyer planétaire, je dirais, où cherche à faire monter dans l'agenda des politiques, encore une fois politique, le thème de l'eau. En faire un sujet politique, de fait. Pour en faire un sujet politique. Et vous ne pouvez pas imaginer, finalement, que malgré tout ce qu'on est en train de dire depuis ce matin et qui se répète dans les instances internationales, comment, au niveau des États, les politiques de l'eau ne sont pas, malgré les drames qui sont attachés à sa non-mise en œuvre, ne sont pas prioritaires. Je me souviens au Forum mondial de l'eau de Brasilia, le président de Sao Tomé et Principe, qui expliquait avec candeur qu'il recevait 3 mètres d'eau par an. Hein, mais les gens, ils n'ont pas d'eau.
Ou chercher l'erreur. Il y a de l'eau qui tombe, et en Afrique tropicale, ou même ailleurs, c'est des endroits où il tombe beaucoup d'eau. Eh bien, il n'y a pas d'eau parce que, bien sûr, il n'y a pas de politique de mise en œuvre et de gestion de la ressource et de distribution. Donc, le plaidoyer pour l'eau, c'est assez curieux. Malgré tout ce qu'on dit, eh ben, il faut continuer à le faire. Il faut sensibiliser en permanence les politiques. Il faut sensibiliser, il faut motiver, il faut demander des engagements. Bon, ça dépend, évidemment. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais c'est une action qui reste très importante. Et le Conseil mondial de l'eau est engagé là-dedans de façon permanente et à travers les forums mondiaux de l'eau. Et sur les zones humides, Christian, je suppose que la sensibilisation part d'encore plus loin, d'encore plus bas. Vous en occupez beaucoup des zones humides, il y en a beaucoup. Les têtes de bassin, du chevelu hydrographique tout en haut, tout en haut. C'est vrai que les zones humides par rapport aux têtes de bassin, c'est 40%. Donc il est vrai de fait qu'il y a une attention particulière à porter au niveau de ces zones humides dans ce département, mais plus largement au niveau national. Alors cette dimension, elle est prise en compte à différentes échelles. Guy Fradin l'évoquait, on a la chance au niveau de l'eau d'avoir une organisation en place. Après, comme l'évoquait M. Forel, cette organisation reste complexe et qu'il faut trouver derrière un peu le rôle et les vocations et les relais de chacun. Pour revenir sur ce volet zone humide, on a la connaissance d'un inventaire actualisé au niveau départemental qui derrière, via les services de l'État, dans lequel on apporte un élément d'appui sur l'aspect porté à connaissance, prennent en compte ces zones-là. On retrouve aussi derrière la reprise en compte dans différentes démarches, que ce soit dans le cadre des SAGE ou des contrats de milieu. Et ça peut se décliner derrière sur des travaux de restauration. Un exemple très concret avec le SIAC, c'est tout le travail qui s'est fait autour de la Drance. Le SIAC, ce syndicat intercommunal d'action. Donc je vais peut-être laisser Madame la Présidente en dire un mot sur le volet relais, de prendre en compte dans le cadre d'un contrat de rivière, un contrat de milieu, dans lequel on est à donner l'accompagnement d'une dynamique naturelle encore du delta de la Drance, et du coup derrière on trouve un outil de protection réglementaire qui est la réserve naturelle de la Drance, pour prendre cet exemple-là. Là on est sur du très concret, on a derrière des exemples qui peuvent servir un peu de vitrine et d'être aussi l'occasion de mettre en avant des initiatives dans cette notion d'idée de solutions fondées pour la nature et des services qui sont rendus par ces écosystèmes qui à ce jour aujourd'hui sont gratuits et si on les contraint, demain seront payants. Donc c'est peut-être aussi un élément qu'on a bien sûr à l'esprit. L'autre élément, c'est que ces zones humides, on a deux cas de figure. Soit quelque part, on les aime bien parce que quelque part, elles s'inscrivent dans un projet territorial et on se les approprie. Soit on les aime pas et on se questionne de leur pertinence à cet endroit parce qu'elles deviennent une contrainte par un projet de développement ou un aménagement. Toute la question, c'est comment ces éléments-là sont pris en compte le plus en amont possible. Et je ressoulignais l'exemple qu'évoquait M. Forel sur le lien avec les SCOT. C'est vrai que plus en amont, c'est intégré dans la planification, plus il y a un relais et une prise en considération. Une appropriation. Donc il faut en faire un élément d'aménagement du territoire, les zones humides. Il faut les intégrer dans les PLU, dans les SCOT, les faire apparaître. Que ça devienne un élément de matrice d'une entité naturelle dans laquelle on retrouve des notions maintenant, je pense appropriées, sur les notions de connectivité et autres, mais aussi une notion de zone cœur. Et en Haute-Savoie, par exemple, les zones humides, c'est 2,5%. C'est pas non plus tout le département. 2,5%. C'est quand même pas mal, 2,5%. C'est 11 500 hectares, c'est 5000 sites qui sont d'échelons multiples, et quelque part, on peut se dire, si vraiment c'est un enjeu qui apporte des services écosystémiques majeurs, qui derrière garde un volet de fonctionnalité... Vous dites si, mais vous le savez, ça. Ah, on le sait, mais par contre, derrière, on revient sur la sensibilisation. On revient derrière, nous, par exemple, actuellement, on a une question qu'on se dit, mais est-ce que demain, on n'aurait pas intérêt à porter un programme éducatif qui serait tout simplement une démarche au niveau des jeunes, mais pas que, aussi, pourquoi pas d'élus ou d'autres acteurs, de dire, mettons en place un dispositif qui s'appellerait 30-30. Connaître 30 espèces de faune et 30 espèces de flore d'un milieu naturel qui peut être par exemple une zone humide, ça crée une appropriation et derrière quand on en reparle, mais à une échelle qui n'est pas que locale, qui est du coup au moins d'une dimension départementale ou d'enjeux de bassin, là du coup je pense qu'il y a déjà des initiatives qui existent, on n'est pas non plus à être révolutionnaire là-dedans, mais le fait qu'il y ait une homogénéité d'approche, ça apporte un plus et ça apporte une autre dimension. D'accord. Qu'il faut convaincre, c'est les élus ou les agriculteurs sur les zones humides? Je dirais qu'il y a, je pense, une réelle prise de conscience et d'appropriation
qui existe au niveau des élus. Et on le voit, il y a une vraie démarche de portage de politique publique dans ce cadre-là. Parce qu'ils ont compris l'effet tampon des zones humides. Ils ont compris l'effet, ils ont compris l'enjeu. Je pense que là, ce message-là, à travers différents supports, on peut aussi souligner les différents supports qui ont été mis en place par l'Agence de l'eau. Il y a un petit clip sur les milieux humides qui est très bien fait, qui donne une compréhension de ces enjeux et de ces pressions et de ces menaces. Derrière, il y a cette question de frein, qui est à quelle vision on se situe par rapport à l'engagement de l'action. Mais pas répondu sur les agriculteurs. J'y viens. Et derrière, sur le volet agricole, voire urbanistique, c'est l'impact économique que ça peut avoir et la capacité ou pas de le prendre en compte. Je prends là actuellement toute la discussion qui a lieu sur les conditions de règles de préservation des milieux humides et des tourbières dans le cadre des enjeux de la conditionnalité de la PAC, où actuellement il y a un vrai sujet de se dire demain quel est le niveau de prise en considération demain encore de ces milieux humides, étant donné que là on est en train de se dire on va peut-être les restreindre à des habitats communautaires liés aux tourbières, et puis on va se dire, alors là c'est du coup un impact direct sur ce territoire, que les attentions fortes seront sur des sites labellisés Ramsar. Nouveauté, c'est-à-dire que jusqu'à présent on était sur une logique de label, et là, dans le cadre d'un dialogue interministériel qui a eu lieu récemment au niveau du gouvernement, il y a quelques semaines maintenant, on se dit on va porter ce message-là au niveau de la Commission européenne, alors qu'on est déjà en retard d'1 an, et qu'on se dit on n'est pas en capacité de savoir quel est l'état des lieux de nos zones humides au niveau national, alors qu'on se dit qu'on a tous les outils, spatial ou autres, pour connaître l'état des lieux de ces zones humides. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt même, y compris au niveau de la connaissance, d'avoir peut-être la bonne matrice. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas neutre. On peut y travailler territorialement ou à d'autres échelles avec des outils technologiques. Mais de l'autre côté, c'est de se dire, mais là-dedans, on va restreindre là où il y a eu plus d'une décennie d'efforts de fait sur de l'accompagnement et de la compréhension. Il y a derrière, certes, une crise agricole qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a une dimension d'écoute à avoir. Et je ne suis pas là en tant qu'écologue ou structure d'expertise à dire il n'y a qu'à faut que, c'est trop simple. Par contre, revenir en arrière, c'est quelque part se dire que tout ce qu'on a engagé, qu'on trouvait pertinent et qui va peut-être avoir demain un système à 2 vitesses, questionne. D'accord. Vous dites le satellite, mais le satellite ne suffit pas à définir une zone humide. Comment ? Vous parlez du satellite, il ne suffit pas à définir une zone humide, c'est compliqué. Le satellite peut se dire, ici, potentiellement, il y a peut-être des choses qu'on peut approfondir. Après, il faut de l'ingénierie et de l'accompagnement de terrain. Alors, cette ingénierie, elle peut exister dans des structures comme la nôtre. Elle existe aussi à travers des structures gémapiennes, sur lesquelles il y a des compétences de l'ingénierie qui est en place et qui sont relais. Il est vrai que là, l'organisation, elle n'est pas homogène. Et quelque part, tant mieux, parce que ça permet de voir un peu comment chacun peut trouver sa place et l'ambition dans laquelle il veut se situer. Guy, Jessica, c'est des combats que vous portez, les zones humides, la préservation ou la pédagogie, la vulgarisation des zones humides ? Oui, comme tout le reste. Qui sont les biotopes les plus menacés dans le monde. Oui, enfin, ce qui concerne la question de l'eau, oui, mais enfin, finalement, des biotopes menacés, on sait dans les conventions biodiversité qu'il y en a beaucoup, la forêt aussi. Donc, bien sûr, on porte ce dossier-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire mon collègue. C'est l'exemple typique, la cohérence entre la politique de l'eau et la politique agricole. Et tu disais, il faut convaincre les agriculteurs. Oui, les agriculteurs, avant tout, c'est des acteurs économiques. Donc nous devons avoir tout le temps ça en tête. L'agriculteur, son souci, c'est pas de dénaturer la nature, de la maltraiter, c'est effectivement de gagner sa vie. Et on est dans un contexte de politique agricole qui est national et communautaire. Aujourd'hui, je le dis, moi, la cohérence entre la politique environnementale, la politique de l'eau et la politique agricole n'est pas assurée, ni au niveau national, ni au niveau communautaire. Donc, beaucoup d'agriculteurs sont pris dans ces contradictions, et beaucoup aujourd'hui sont convaincus, en fait. Mais après, il faut bien qu'ils produisent. Quel intérêt économique j'ai à ne pas drainer une zone humide pour faire du maïs ? Jessica. Nous, c'est effectivement un soutien qu'on apporte par... là, je pense directement à 2 actions qu'on a menées. On était en Camargue pour notre dernière session, donc territoire deltaïque mouvant, confronté aux effets du réchauffement climatique de façon drastique et qui doit trouver de nouvelles trajectoires pour y faire face, et notamment dans son dialogue entre les différents acteurs agricoles, économiques et ceux pour la préservation, la restauration des zones humides. Donc nous, notre travail, ça a été de mettre plusieurs acteurs autour de la table afin de fluidifier, partager des solutions du monde entier et du dialogue. Donc ça, c'est une des actions qu'on a soutenues.
Et bien sûr, chaque territoire ayant ses spécificités, voilà, on soutient l'implémentation des zones humides en fonction des besoins, des possibilités aussi de financement, bien sûr. Et aussi une autre action qu'on mène et qui nous tient très à cœur et qui est nouvelle, c'est le soutien des projets de territoire par la création d'un nouveau label qui nous a permis d'identifier 50 projets à travers le monde, en France et à l'international. Projet donc label Living with Rivers. Et c'est un label qui a été construit donc, par notre comité d'experts, donc, qui est interdisciplinaire, qui s'adresse à des projets de toutes catégories. Et que nous soutenons à travers une dotation financière pour les 3 premiers lauréats, et ensuite du partage d'expertise, de la valorisation au niveau de la communication, et aussi beaucoup de mise en relation de réseaux. Et nous avons donc sélectionné et labellisé plusieurs projets de restauration de zones humides. Voilà. Nicole Gallina, vous trépignez depuis 10 minutes. Non. Ah si. C'est vrai, je suis comme ça, je suis impatiente. On vous écoute. Non, je voulais justement aussi rebondir, si peut-être on va sur l'image, deux, 3 images que je voulais montrer aussi. Laura, là. Voilà, merci Laura. Celle-là. Donc tout en bas, c'est gauche ou droite? À gauche. Ouais, gauche alors, tout en droit à gauche, j'ai dyslexique. Donc là, vous avez donc un modèle qui s'appelle le SWAT, Soil and Water Assessment Tool, qui regarde justement la pression donc par petit bassin versant, où on peut donc justement modéliser donc l'hydrologie du territoire, où on peut justement aussi modéliser l'utilisation du sol, de la pratique agricole, le couple des modèles climatiques, et puis après regarder quelle est donc la qualité des eaux donc de tout le bassin versant, donc des rivières, pour également adapter donc des gestions agricoles, l'utilisation du sol agricole, mais aussi regarder la ressource en eau, donc la quantité de l'eau, et puis avec la pression démographique aussi qui est à venir. Donc ça, c'est des outils, je pense, qui sont très importants. Et si je fais le bond de nous avec la sensibilisation, avec des outils comme ça, je peux aller vers un agriculteur, je peux aller vers un politique, je peux aller vers voilà, un gestionnaire de l'eau, de la ressource de l'eau, mais aussi de la qualité de l'eau, parce que là, on peut mettre tout dedans. On a les nutriments, on a la démographie, on a l'utilisation des sols, on a les modèles climatiques. Donc, aujourd'hui, des outils pareils nous donnent... C'est des outils purement satellitaires ou il y a une analyse de sol? Non, ça c'est SWAT, c'est un modèle, mais qui se nourrit donc aussi de modèles météo et puis climatiques. Et que la CIPEL, justement, parce que là, vraiment, cette interdépendance de quantité et qualité de l'eau est hyper importante pour la CIPEL aussi. C'était justement, on a donc lancé de nouveau, il y a 2 semaines en arrière, donc un nouveau modèle de SWAT pour justement pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Parce que c'est l'utilisation de la ressource d'eau pour les agriculteurs et la sécheresse, c'est très important. Ça vous fait réagir? Oui, je voulais aussi du coup faire le lien avec le thème de la matinée, sur le lien entre l'observation spatiale et les données et la gouvernance. C'est vrai que l'outil là qui est présenté par Nicole est intéressant et inspire vraiment un certain nombre de réflexions plus générales. L'observation satellitaire, historiquement en lien avec la thématique environnementale, elle a d'abord permis un premier changement d'échelle. Les premières formes de saisissement, c'est l'observation satellite du trou d'ozone, par exemple, dans les années 80, qui ont vraiment permis de prendre en compte, en pleine face, en fait, comment l'activité humaine pouvait complètement dérégler la couche d'ozone avec ce grand trou d'ozone qu'on a tous vu voilà, en fonction de nos différentes générations dans les années 80. Et qui aboutit à un accord international à Montréal. Et qui aboutit à un accord international. Et de ce point de vue, ce mouvement-là, à travers l'ozone, mais aussi maintenant à travers tous les processus d'observation de la Terre autour des dérèglements climatiques et pour l'adaptation au changement climatique, contribue vraiment à globaliser les enjeux, et c'est extrêmement important. Ça a été fait aussi sur la thématique de l'eau, où on a eu ce mouvement justement de montée,
d'extraction vers le global pour faire de l'eau vraiment un enjeu planétaire. Et pour autant, ce n'est pas un enjeu politique, nous dit Guy Fradin. Je pense, malgré tout. Oui, alors ça... Mettez bien le micro sur le menton. Je sais, enfin, je partage pas totalement ce point de vue. Je pense que on peut pas dire qu'aujourd'hui, enfin, je pense que je sais pas de qui on fait le raccourci ici, donc je veux surtout pas cibler Monsieur Fradin, hein, qu'on se comprenne bien. Mais je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que l'eau n'est pas un enjeu politique planétaire, qui se situerait dans une sorte de trou noir. C'est factuellement faux. L'eau fait l'objet d'un certain nombre de conventions qui sont ensuite mobilisées par les États au plan international pour bâtir des accords internationaux ou multilatéraux ambitieux. On dénombre plus de 1000 accords multilatéraux ou bilatéraux sur l'eau dans le monde, face à peut-être 7 ou 8 conflits vraiment repérés dans l'histoire récente de notre planète autour de la ressource en eau. C'est dire si l'eau sert vraiment de coopération. UN Water, c'est clair, c'est pas une agence mondiale, une organisation mondiale de l'eau onusienne, mais néanmoins, il y a des instances qui permettent de faire vivre l'enjeu de la gouvernance de l'eau au plan planétaire. Après, c'est comme pour la question climatique, il faut aussi bien voir ce que l'on veut attendre de l'échelon planétaire. Si on veut une sorte de léviathan, de gouvernement mondial de l'eau qui va nous dire depuis en haut tout ce qu'on doit faire jusqu'à Saint-Gingolph et dans le Léman pour mieux gérer notre ressource, c'est pas non plus l'objectif. Chaque échelon a vraiment son but. Et pour revenir à l'observation satellitaire, l'observation à l'échelle de la planète est extrêmement importante pour montrer combien l'eau est un enjeu global de par ses enjeux de répartition, d'impact et de risque. Mais à l'échelle de l'élu local ensuite, que vous êtes... Quand on redescend, là aussi, et c'est ce qu'a montré Nicole, et c'est là où je voudrais faire le lien avec ce qu'a montré Nicole Gallina, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi l'observation satellitaire qui permet de faire du downscaling, comme on dit, donc de redescendre à l'échelon local et à l'échelon presque d'une commune, combiné là avec des modélisations, et qui nous mettent vraiment à bout touchant sur à la fois la sensibilisation, car comme vient de le montrer Nicole, avec ce genre d'outils, on arrive à aller voir des acteurs locaux, des agriculteurs, des pêcheurs, des élus locaux, pour leur montrer les changements à l'œuvre. Et le dernier pas, en fait, c'est vraiment se servir de ces données pour en produire de véritables aides à la décision. On parle beaucoup en ce moment d'adaptation au changement climatique. N'oublions surtout pas que la lutte contre la hausse de température, donc contre les dérèglements climatiques eux-mêmes et la baisse des émissions, doit rester aussi la priorité absolue. Sinon, ce n'est pas à 4 degrés en France que l'on devra s'adapter, ça sera encore à plus. Et là, de ce point de vue, on a, avec l'Université de Genève, Grégory Giuliani, qui va nous rejoindre sur la prochaine la table ronde de cet après-midi, le souhait de travailler sur tout ce que va nous permettre de faire, par exemple, Copernicus et les nouvelles infrastructures satellitaires pour observer quasiment à une maille de quelques centaines de mètres carrés les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'actuellement, on n'a quasiment pas d'outils pour faire ce monitoring. Donc on est sur des voies déclaratives, chacun déclare son bilan carbone à l'échelle de la commune, du canton, de l'État, etc. On ne peut pas vérifier. Mais ce n'est pas simplement l'enjeu de vérifier, de contrôler combien demain, pour prendre un État au hasard, les États-Unis vont émettre, que ce soit dans les pays, à l'échelle du continent nord-américain. Mais c'est justement pour redescendre à l'échelle locale et d'être vraiment une aide à la décision pour ensuite réorienter, comme on pourra le faire aussi sur l'eau, les politiques publiques. Alors ça ne veut pas dire que la donnée gouverne, loin de là, parce qu'après il faut concevoir des processus politiques qui prennent en compte de façon vraiment sérieuse cette donnée et ces approches scientifiques, mais on aura toujours plus d'informations. Et ça fait le lien, et je terminerai juste là-dessus, en fait on a simplement de nouveaux outils plus performants, mais ça fait le lien avec ce que je disais au début, avec parfois les vieilles technologies de base, les éprouvettes pour aller continuer à analyser la qualité des cours d'eau de façon participative. On a besoin encore de ces technologies plus basiques,
Mais c'est l'ensemble de ces outils, on peut vraiment le souhaiter, qui ensuite permettront de réorienter les décisions. Oui, le satellite n'est qu'un outil, voilà, c'est pas le Saint Graal, il ne permettra pas de tout faire. Rapidement, Christian, il vous sert, vous, le satellite, tous les jours, par exemple, mesurer les flux de carbone d'une tourbière? Non. Non. Après, c'est aussi comment... Comment ? Non, mais l'élément surtout, c'est il y a nous aussi dans nos métiers à savoir comment on fait cette passerelle avec ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un observateur de terrain, plutôt le naturaliste qui allait voir une zone humide pour regarder le critère pédologique, par exemple, d'une zone humide et les espèces qui s'y trouvent. Là, il y a un changement de paradigme. Un changement de paradigme, d'une part, qu'avant, on avait une entrée espèce, habitat, qui quelque part était stable parce qu'il n'y avait pas de changement climatique, il n'y avait pas de changements globaux. Maintenant, demain, c'est la notion de fonctionnalité et la viabilité de la résilience du site qui va jouer. Et là, on change d'approche et du coup, on change aussi de matrice et d'outils qui nous permettent de nous éclairer. Alors, on l'a pour certains programmes. Par exemple, actuellement, il y a un programme en cours sur un travail de connaissance des glaciers au niveau de l'arc alpin et plus globalement au niveau mondial sur lequel on travaille avec des collègues, notamment suisses de Lausanne, pour avoir des éléments de capitalisation. Mais là, on est dans le volet recherche-action. Et là aussi, c'est comment ces synergies peuvent être pérennes dans le temps, parce que souvent, on a des one-shots, on a des possibles, mais après, les renouveler, c'est autre chose. Mais on n'en est pas encore à avoir toute l'appropriation. Et je pense que là, il y a un changement de donne où, d'un côté, ces outils sont des plus, et de l'autre côté, il faut garder un lien de compréhension opérationnelle du terrain. Et l'autre élément, c'est le lien de dialogue avec les moyens d'action, de concerter, de se faire approprier les démarches. Et ça, c'est du fonctionnement, et ce n'est pas forcément dans l'actualité du moment au niveau des ressources financières. Plus on a de données, plus on en cherche, plus on va dans la complexité, plus il y a besoin d'interpréter, d'expliquer, d'expliciter. Le mot de la fin à Christian et Guy, qui sont les deux qui ont le moins parlé. On trouve un truc à dire, en 1 minute. En 1 minute, on revient sur cette notion, l'eau, un bien commun. Je pense que cet élément-là, on peut bien le mettre en avant, un peu comme enjeu. Et puis l'élément qui a été cité, je pense que durant toutes nos interventions, c'est certes, il faut sensibiliser, il faut connaître, mais l'enjeu premier maintenant, c'est d'agir, vu l'urgence dans laquelle on se situe. Guy ? Juste revenir sur cette question qui était en partie au centre de notre journée sur les données et le recueil des données satellitaires et leur utilisation. Il y a des gens compétents ici qui ont parlé des énormes progrès technologiques et de la disposition maintenant que nous avons de données de qualité. Il n'empêche, tu le rappelais, les données doivent toujours être validées, elles doivent être interprétées, elles doivent être croisées, modélisées, utilisées, et elles doivent être confrontées à la réalité de terrain quand elles viennent d'en haut. Je crois que plusieurs intervenants l'ont signalé. Donc je pense que ça signifie que dans le futur, on aura quand même toujours besoin de techniciens et d'ingénieurs pour faire ce travail-là et pour avoir le regard d'ensemble sur l'interprétation de ces données et leur utilisation dans les prises de décision qui devront devoir être faites à tous égards pour la gestion des problèmes qu'on a évoqués ce matin. Donc, puisqu'il y a des jeunes dans la salle, si vous ne savez pas encore vers quelle direction vous engagez dans le futur, moi, je vous engage à aller vers les thématiques de l'eau. Nous avons en France une multiplicité d'écoles de formation à tout niveau, facultés ou écoles, et nous aurons toujours besoin des métiers, de ces métiers-là. Et il y a une demande, je pense, qui restera importante, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Oui, travailler sur l'eau, et puis moi, pour finir, travailler sur les sols. Peut-on gouverner l'eau sans gouverner les sols? La réponse est dans la question. Je me demande même si les agences de l'eau ne devraient pas devenir des agences de l'eau et des sols. J'en suis même convaincu, et de la forêt. Merci à vous, mesdames, messieurs, et ben voilà.